En 27 ans comme cardiologue, j'ai observé des centaines de patients qui reçoivent une recommandation chirurgicale de leur chirurgien et quittent le cabinet en croyant que la partie difficile est terminée. La décision est prise. La solution est programmée. Ils pensent, le docteur sait mieux. Et à bien des égards, c'est vrai. Mais voici ce que j'ai appris en étant assis face à des familles en crise. Survivre à la chirurgie n'est pas la même chose que survivre à la récupération. Votre chirurgien vous congédiera avec les mêmes instructions qu'un patient de 40 ans reçoit. Marchez demain. Reprenez les activités normales dans 6 semaines. Mais votre corps de 75 ans fonctionne selon une physique entièrement différente. 50 à 80% des patients âgés qui subissent une chirurgie majeure expérimentent des semaines de confusion cognitive après l'intervention, quelque chose que presque personne ne mentionne d'avance. Et au cours du premier mois suivant une chirurgie majeure, les taux de complications chez les patients fragiles montent à des chiffres qui vous choquent si vous les voyez écrits. La décision d'avoir une chirurgie n'est pas la décision de savoir si vous allez réellement vous rétablir. Je veux commencer par quelque chose que votre chirurgien ne vous dira probablement pas. Non pas parce qu'il cache quelque chose, mais parce qu'il a été formé pour voir le monde à travers un objectif très spécifique. Et cet objectif a sauvé des millions de vies. Donc la confiance que vous ressentez quand il s'assoit face à vous et dit « Nous pouvons régler ça », cette confiance est méritée. Les chirurgiens d'aujourd'hui disposent d'outils et de connaissances qui n'existaient pas il y a 30 ans. Les résultats qu'ils ont obtenus sont vraiment extraordinaires. Votre famille hoche la tête quand la recommandation arrive. Vous ressentez un soulagement. Enfin, après des mois d'inquiétude, il y a une solution. Il y a un chemin à suivre. Vous pensez, le docteur sait mieux. Et à bien des égards, ils savent. Mais voici ce que j'ai appris en étant assis face à des centaines de patients et de familles dans exactement votre position. Au moment où votre chirurgien dit oui à la chirurgie, tout le monde arrête de poser des questions. Vous y compris, la décision semble prise, réglée. Et je veux gentiment interrompre cette certitude, parce que ce que je m'apprête à vous dire change la façon dont vous devriez penser à ce qui se passe ensuite. Votre chirurgien vous donnera des instructions de sortie. Marchez demain. Reprenez les activités normales en 6 semaines. Prenez ces pilules comme indiqué. Vous recevrez un résumé, une feuille standard, laminée, qui s'applique à presque n'importe qui quittant cet hôpital. Une personne de 40 ans reçoit les mêmes instructions. Une personne de 70 ans reçoit les mêmes instructions. Vos protocoles hospitaliers de récupération n'ont pas substantiellement changé depuis les années 1990. Ils supposent que vous avez une certaine réserve physique de base. Ils supposent que votre corps rebondira selon un calendrier prévisible. Et pourtant, votre corps n'est pas générique. Vous n'êtes pas le patient standard. Et la médecine vous traite comme si vous l'étiez. Cette hypothèse, cette seule hypothèse silencieuse, est tranquillement la raison pour laquelle des milliers de personnes survivent à la chirurgie, mais ne survivent pas à la récupération. Je dois que vous vous posiez cette question pendant un moment. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous compariez 2 véhicules. L'un est neuf. Il a des moteurs propres, des freins réactifs, une transmission qui change parfaitement. L'autre a 200 000 km à son compteur. Le moteur est fatigué. La transmission hésite. Il conduit toujours, mais il conduit différemment. Imaginez maintenant que vous faites passer les 2 véhicules par un test de stress identique. 4 heures à plein régime. Chaleur extrême. Des changements de fluide agressifs. La nouvelle voiture le gère. Elle est endolorie, elle a besoin d'entretien, mais elle se rétablit. La vieille voiture, le même test de stress lui en coûte beaucoup plus. Ses organes travaillent en plus dur pendant beaucoup plus longtemps pour se rétablir de ce qui vient de se passer. Votre corps, à 70 ou 80 ou 85 ans, fonctionne avec moins de cylindres qu'à 45 ans. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la physiologie. Vos reins filtrent plus lentement. Votre cœur compense par l'effort. Vos poumons prennent plus de temps pour éliminer les médicaments de la chirurgie. Votre cerveau, et c'est la partie que presque personne ne mentionne, votre cerveau est particulièrement vulnérable à l'assaut chimique de l'anesthésie. Et tout cela, tout, est supposé se dérouler au cours de la récupération que les protocoles de votre chirurgien supposent suivre un calendrier conçu pour un corps plus jeune. Le premier mois après une chirurgie majeure n'est pas la récupération. Pas vraiment. C'est le moment de vérité. C'est quand votre corps révèle ce qu'il peut réellement gérer et ce qu'il ne peut pas.
Et la plupart des patients entrent dans ce mois complètement préparés à ce qu'ils sont sur le point d'affronter. Je l'ai vu des centaines de fois. Des patients qui se sont vus promettre 6 semaines de douleur puis un retour à la normale. Des patients qui se sont retrouvés à l'hôpital 3 fois au cours de ce premier mois. Des patients dont l'esprit n'a jamais tout à fait revenu comme prévu. Des patients dont les familles ont soudainement réalisé, trop tard, qu'elles auraient dû poser des questions plus difficiles avant le jour de la chirurgie. Alors laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un vous a-t-il demandé spécifiquement à quoi ressemble votre corps en ce moment? Pas votre âge, pas votre diagnostic, mais votre réserve physiologique réelle, la profondeur de la capacité de votre corps à gérer le stress? Ce nombre change tout. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passe réellement à votre corps quand vous vous endormez sous anesthésie générale. Parce que c'est là que l'invisible devient visible. Vous vous allongez. L'anesthésiste compte à rebours avec vous, puis, de votre point de vue, rien. Mais votre corps travaille, dur. Votre cœur, en ce moment, est invité à pomper avec moins d'oxygène, moins de volume sanguin, pendant 2, 3, parfois 4 heures d'affilée. Vos poumons ont arrêté de respirer par eux-mêmes. Une machine respire pour vous. Vos reins filtrent avec un flux sanguin réduit. Ils travaillent au ralenti, luttant pour traiter les médicaments qui parcourent votre système. Et votre cerveau, la chose sur laquelle vous comptez pour être vous, la barrière hémato-encéphalique de votre cerveau est temporairement perturbée par le cocktail chimique qui vous maintient inconscient. C'est un état contrôlé de choc. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que les anesthésistes l'appellent. Votre corps le survit parce que l'anesthésie moderne est extraordinairement sûre. Mais la survie et la récupération ne sont pas la même chose. Une personne de 40 ans se réveille groggy, peut-être nauséeuse, et en quelques heures, les organes commencent à éliminer les métabolites, à restaurer la fonction normale. En quelques jours, ils sont à la maison. En quelques semaines, ils sont revenus à la normale. Une personne de 75 ans se réveille de la même chirurgie, même durée, et ses reins prennent 2 semaines pour restaurer le filtrage normal. Son cœur prend plus de temps pour se stabiliser. Et son cerveau, voici la partie qui terrorise les patients et surprend les familles. Son cerveau peut ne pas revenir comme il est parti. 50 à 80% des patients de plus de 75 ans expérimentent ce que nous appelons un dysfonctionnement cognitif post-opératoire. Je veux que vous entendiez clairement ce chiffre. Pas 50%, jusqu'à 80%. Ce n'est pas une complication rare, c'est la norme. Cela ressemble à ceci. Vous vous réveillez. La pièce est lumineuse. Vous ne vous souvenez pas pourquoi vous êtes à l'hôpital. Votre fille se tient à côté du lit et vous lui posez la même question 4 fois en 1 heure. 3 jours après l'opération, vous ne pouvez pas vous souvenir du nom de votre petite fille, l'enfant que vous connaissez depuis sa naissance. Vous avez l'impression de vous dissoudre. Votre famille essaie de vous rassurer. C'est le médicament, c'est normal, ça passera. Mais vous avez l'impression de disparaître dans le brouillard, et personne ne vous a averti que cela se produirait. La plupart ne le font pas. La plupart des hôpitaux ne le dépistent pas. La plupart des chirurgiens ne le mentionnent pas. Mais c'est réel. Cela arrive à la majorité des patients âgés qui subissent une chirurgie. Et cela peut durer des semaines, parfois des mois. Je veux maintenant vous parler d'une femme nommée Marguerite, pas son vrai nom, mais son histoire est vraie. 68 ans. Remplacement de la hanche. Procédure de routine. Son chirurgien lui a promis 6 semaines de douleur, puis un retour à la normale. Elle y est allée confiante. Elle s'est réveillée confuse. En 48 heures, Marguerite avait développé un caillot sanguin dans ses poumons. Une complication qui survient chez 5 à 10% des remplacements totaux articulaires chez les patients âgés. Elle a failli mourir. Elle n'est pas morte. Mais elle a passé 6 semaines à l'hôpital au lieu de 6 jours à la maison. Et 3 mois plus tard, elle n'était toujours pas revenue aux activités qu'elle avait avant la chirurgie. Cela arrive. Encore et encore. Une chirurgie cardiaque ouverte chez les patients âgés fragiles comporte un taux de complication de 30 à 40%. La fusion spinale, 40%. Et voici la partie brutale. Les résultats pour la douleur et la mobilité ne sont pas meilleurs que la thérapie physique agressive seule. La chirurgie majeure du cancer dans un corps fragile peut signifier une opération techniquement parfaite suivie d'un corps qui ne se rétablit jamais. La chirurgie abdominale d'urgence chez un patient sévèrement compromis
Mortalité de 30 à 50% au cours du premier mois. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer loin de la chirurgie. Je vous le dis parce que si la chirurgie vaut la peine, si c'est le bon choix pour vous, cela dépend d'un seul nombre que presque personne n'a calculé pour vous jusqu'à présent. Ce nombre est votre score de fragilité. Et cela change tout. J'avais un patient nommé Gérald, 71 ans, l'esprit vif. Le type d'homme qui se souvenait encore de l'anniversaire de chaque petit enfant sans l'écrire. Mais il avait peur de quelque chose que j'avais entendu auparavant. Il avait peur de se perdre lui-même, comme sa femme, après sa chirurgie de la hanche il y a 8 ans. Elle était entrée confiante et en était sortie confuse. Cette confusion ne s'est jamais entièrement levée. Elle est maintenant dans un établissement de soins de la mémoire. Gérald portait cette peur comme une pierre. 3 chirurgiens lui ont dit qu'il avait besoin d'une chirurgie cardiaque ouverte, sténose aortique, stade précoce, mais significatif. Tous les 3 ont recommandé le même chemin. Chirurgie, 6 à 8 semaines de récupération, retour à la normale à l'automne. Gérald a hoché la tête à chaque consultation, et chaque fois, il a senti la porte se fermer sur toute autre option. Puis, il a posé une cardiologue nommée Dr Sarah Chen, une question que personne ne l'avait invité à poser. Que se passe-t-il si je n'ai pas cette chirurgie maintenant? Cette question a changé sa vie. Dr Chen a passé 40 minutes, à construire une calculatrice de risque spécifique au profil de Gérald. Sa fonction rénale était réduite. Ses marqueurs de fragilité étaient présents. Sa ligne de base cognitive était vive, mais la chirurgie la mettrait en danger. Elle lui a montré les données. Avec une prise en charge médicale agressive, la bonne combinaison de médicaments, la réadaptation cardiaque structurée, l'imagerie trimestrielle pour surveiller les changements, sa survie à 5 ans était équivalente à la chirurgie. Le risque de complications était plus faible, sa réserve cognitive serait protégée. Gérald avait du temps. Il n'avait pas besoin de chirurgie demain. Il a choisi la médecine. Il a pris les médicaments. Il a fait la réadaptation cardiaque. Il a obtenu les études d'imagerie. 4 ans plus tard, j'ai vu une photographie sur sa carte de Noël. Gérald sur une montagne au Colorado, entouré de ses petites filles, en train de faire une vraie randonnée. Pas en traînant lentement, mais en randonnée. Riant. Vivant d'une manière que la chirurgie cardiaque aurait risquée. Et voici la ligne qui doit vous rester. Une recommandation chirurgicale n'est pas un verdict. C'est le début d'une conversation. L'histoire de Gérald aurait pu se dérouler autrement. La chirurgie aurait pu être exactement ce qu'il fallait pour lui. Je ne vous dis pas de refuser ce que votre chirurgien recommande. Je vous dis que le chirurgien de Gérald aurait pu avoir raison. Et Dr Chen aurait pu avoir raison. Et la seule façon de savoir quel chemin était vraiment approprié pour le corps spécifique de Gérald était de poser les questions difficiles et d'examiner les chiffres qui comptent réellement. Et ces chiffres, ce ne sont pas les moyennes nationales que votre chirurgien vous a citées. Ce ne sont pas les résultats des manuels. C'est une seule question qui change tout. Quel est le taux personnel de complications de votre chirurgien pour cette procédure exacte chez les patients de plus de 70 ans avec vos conditions spécifiques? Quand vous posez cette question directement, et vous devriez la poser directement, regardez ce qui se passe. Certains chirurgiens répondront immédiatement. Ils connaissent leurs chiffres. Ils les suivent obsessionnellement parce qu'ils savent que leurs taux de complications sont la seule mesure réelle de l'expertise qui compte. Ces chirurgiens accueillent la question. D'autres vont hésiter. Ils vont citer les données nationales. Ils vont vous donner une plage si large qu'elle est presque inutile. Ils sembleront mal à l'aise. Ils pourraient même se dérober. Eh bien, les résultats sont excellents dans notre centre. Ce malaise, cette hésitation, cette réponse vague, c'est une information. Cela vous dit quelque chose d'important sur si ce chirurgien suit réellement ses propres résultats ou s'il s'appuie sur les données institutionnelles et l'espoir. Vous devez connaître la différence, parce que votre corps a besoin d'un chirurgien qui connaît ses propres chiffres parfaitement. Et voici ce que j'ai appris. La plupart des patients ne posent jamais cette question. La plupart des chirurgiens ne sont jamais posé la question. Mais ceux qui sont, ces conversations changent ce qui est recommandé. Elles conduisent à la mention de chemins alternatifs. Elles conduisent à des secondes opinions qui se produisent. Elles conduisent à des choix qui n'auraient pas eu lieu si la question n'avait jamais été posée. Vous avez le droit de la poser. Vous avez le droit d'écrire la réponse. Vous avez le droit de la demander par écrit. Et vous avez le droit de prendre cette réponse à un autre chirurgien et de lui poser la même question. Ce n'est pas de la déloyauté. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la survie.
Voici maintenant où nous passons de la compréhension du danger à vous protéger réellement contre elle. Et c'est là que tout change, parce que vous avez plus de pouvoir dans cette conversation que vous ne le pensez probablement. Je dois que vous preniez un stylo. Trouvez une feuille de papier. Écrivez ces 4 questions et apportez-les à votre prochain rendez-vous avec votre chirurgien. Lisez-les à voix haute. Écrivez les réponses. Cela importe. Question 1. Que se passe-t-il si je n'ai pas cette chirurgie? Écoutez attentivement la réponse. Si votre chirurgien dit, honnêtement, que rien d'urgent ne changera au cours des 6 à 12 prochains mois, alors vous avez quelque chose que Gérald avait. Vous avez du temps. Du temps pour penser. Du temps pour obtenir un autre avis. Du temps pour explorer ce qui d'autres pourraient fonctionner. Mais s'ils disent parce que le risque est immédiat, pressant, menaçant pour la vie dans une question de semaines, alors vous savez que la chirurgie peut être vraiment urgente. Il y a une différence entre important et urgent. Vous devez savoir lequel c'est. Question 2. Y a-t-il une option moins invasive dont je devrais être au courant? Votre chirurgien est spécialisé dans la chirurgie. Ils peuvent ne pas mentionner les alternatives parce que la chirurgie est ce qu'ils font. Mais les alternatives existent maintenant qui n'existaient pas il y a une décennie. Le remplacement de la valve aortique par cathéter, TAVR, au lieu d'une chirurgie cardiaque ouverte. Les endoprothèses actives au lieu des pontages. L'endoscopie au lieu de la chirurgie ouverte. Les procédures assistées par robot au lieu du traditionnel. La thérapie physique montrant des résultats équivalents à la chirurgie pour certaines affections spinales. Votre chirurgien peut ne pas aborder ces questions. Vous devez demander. Question 3. À quoi ressemble réellement la récupération pour quelqu'un de mon âge avec mes conditions de santé spécifiques? Pas la moyenne pour une personne de 70 ans. Vous, votre fonction rénale, votre mobilité de base, votre réserve cognitive, vos comorbidités. Demandez-leur d'être spécifiques. Demandez-leur de peindre un tableau de ce que le premier mois ressemble, ce que les 3 premiers mois ressemblent, quelles complications ils ont observées chez des patients comme vous, pas dans une population théorique. Question 4. Et c'est celle qui sépare les chirurgiens qui valent la peine de faire confiance de ceux qui ne le sont pas. Quel est votre taux personnel de complications pour cette procédure exacte chez les patients de plus de 70 ans? Demandez le chiffre. Demandez-le par écrit. Écrivez-le. S'ils hésitent, s'ils se dérobent aux données nationales, s'ils semblent mal à l'aise, ce malaise est en soi une information significative. Les chirurgiens qui valent la peine de faire confiance connaîtront ce nombre parfaitement. Ces 4 questions sépareront les chirurgiens qui vous voient comme une personne de ceux qui vous voient comme un numéro de cas. Maintenant, une fois que vous avez ces réponses, apportez-les à un autre médecin. Un second avis n'est pas une insulte, c'est de l'intelligence. Obtenez l'avis d'un cardiologue s'il s'agit d'une chirurgie cardiaque. Obtenez la perspective d'un radiologue interventionnel si les options à base de cathéter existent. Obtenez l'avis d'un physiatre, un spécialiste en réadaptation, pour commenter si la thérapie physique pourrait accomplir ce que la chirurgie promet. Les chirurgiens qui valent la peine de faire confiance accueilleront cela. Ils diront « Oui, absolument. Obtenez un second avis. Je veux que vous fassiez un choix éclairé. » S'ils ne le disent pas, vous avez appris quelque chose d'important sur eux. Laissez-moi vous parler d'un patient nommé Robert, 76 ans. Un chirurgien rachidien a recommandé la fusion pour une maladie dégénérative du disque. 6 à 8 semaines de récupération, vous vous sentirez mieux que vous ne l'avez jamais été. Robert a posé les questions. Il a demandé des alternatives. Il a obtenu un second avis d'une physiatre spécialisée dans les soins de la colonne vertébrale non chirurgicaux. Elle lui a montré les preuves. La fusion spinale et la thérapie physique agressive avaient des résultats à long terme équivalents pour sa condition spécifique, mais la fusion comportait les risques post-opératoires dont nous avons parlé. Robert a choisi la thérapie physique, intensive, structurée, guidée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. 1 an plus tard, Robert rapportait moins de douleurs qu'il n'en avait ressenti en 5 ans. Et il l'avait fait sans chirurgie, sans les risques cognitifs, sans les 6 semaines de vulnérabilité. Son choix peut ne pas être bon pour tout le monde. Mais pour Robert, les questions difficiles ont mené à un meilleur chemin. Voici ce que je veux que vous compreniez. La chirurgie sauve des vies. Des milliers de chirurgies préviennent l'incapacité et prolongent la durée de vie chaque jour. Je suis fier de faire partie de cette profession.
Ce n'est pas un argument contre la chirurgie. C'est un argument pour votre choix éclairé. On ne vous dit pas de refuser ce que votre médecin recommande. On vous dit de poser des questions difficiles. Demander des alternatives. Apportez quelqu'un en qui vous avez confiance à vos rendez-vous. Quelqu'un dont le seul travail est d'écouter et de prendre des notes tandis que vous traitez les informations. Écrivez les choses. Relisez-les à votre médecin. Demandez « Ai-je bien compris ?» Devenez l'avocat de votre propre corps, parce que personne d'autre dans cet hôpital n'a autant en jeu que vous. Vous avez le droit de prendre votre temps avec cette décision. Vous avez le droit de dire « J'ai besoin de y réfléchir ». Vous avez le droit de choisir le chemin qui vous semble approprié et vous avez le droit d'être entendu. Votre chirurgien peut vous dire ce que la chirurgie peut faire. Seul vous pouvez décider si c'est approprié pour vous.